Bonjour à toutes et tous, bienvenue à une nouvelle édition d'Euroquestions, la série de webinaires courts de l'Institut Jacques Delors, où 2 mercredis par mois, nous décryptons l'actualité et nous présentons nos travaux. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis quelques jours après le second tour de l'élection présidentielle française, où les Français ont décidé de reconduire le président sortant Emmanuel Macron pour un second mandat. Alors, sa candidature s'est distinguée comme étant particulièrement européenne. Elle est intervenue, sa campagne est intervenue, il faut le remarquer, au moment de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Il y a défendu le développement d'une véritable souveraineté européenne et finalement l'idée d'une Europe plus forte, notamment dans le contexte du retour de la guerre sur le continent. On aura d'ailleurs remarqué la quantité de drapeaux européens au Champ de Mars ce dimanche soir et évidemment son entrée sur l'hymne européen sur scène. Pourtant, ceci ne rend pas la France moins fragmentée sur le sujet européen entre les partisans d'une Europe des nations et les partisans d'une Europe, des partisans, disons, plus ambitieux quant aux perspectives d'intégration européenne future. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Thierry Chopin, conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors et professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Lille. Il reviendra pour nous sur les résultats de cette élection et notamment la façon dont ils ont été accueillis au niveau européen, avec, on peut le dire immédiatement, un certain soulagement, on l'imagine bien. Il abordera également la question de ce clivage finalement autour de la question européenne pour tenter d'entrevoir dans quelle dimension est-ce que ce clivage est devenu structurant pour la vie politique française. Et pour finir, Thierry Chopin s'exprimera sur l'impact de cette élection sur la politique européenne de la France et par extension sur l'Union européenne elle-même. Alors, avant de lui céder la parole, je vous rappelle que l'outil questions-réponses est disponible en bas de votre écran. Il vous permettra de poser toutes vos questions et je ne manquerai pas de les relayer à Thierry Chopin dans la seconde partie de ce webinaire de 30 minutes. Thierry Chopin, sans plus attendre, je vous cède la parole. Merci beaucoup Mathieu. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup de prendre de votre temps pour ce petit webinaire ensemble pour 30 minutes donc sur effectivement les conséquences, l'impact de la réélection d'Emmanuel Macron à l'échelle de l'Union européenne. Et effectivement, comme Mathieu l'indiquait à l'instant, je voudrais peut-être faire trois séries de remarques. D'abord, en fait, quelques éléments au lendemain de la réélection du président de la République. Pour dire d'abord que effectivement Emmanuel Macron a été réélu pour un second mandat de 5 ans après une victoire claire vis-à-vis de Marine Le Pen, contre Marine Le Pen. Et évidemment, les deux finalistes à cette élection présidentielle incarnaient de projets antagonistes en matière de politique européenne. En France, comme dans le reste de l'Europe, je pense que le sentiment qui domine, là aussi Mathieu l'indiquait rapidement à l'instant, c'est un sentiment de soulagement, de grand soulagement, après la défaite d'une candidate néo-nationaliste, xénophobe, dont le projet européen était en réalité celui d'un Frexit caché, comme on a pu le dire pendant l'entre-deux-tours notamment. Je pense aussi qu'à côté de ce premier sentiment de soulagement, il y a aussi un sentiment d'inquiétude, non seulement en France, mais aussi dans le reste de l'Union européenne, puisque l'extrême droite dans notre pays réalise en fait son plus haut score, réalisé une élection présidentielle avec 13,3 millions d'électeurs qui ont porté leur voix sur Marine Le Pen, soit une augmentation très forte de 2,7 millions de voix par rapport à 2017. Et on sait que si on ajoute évidemment celles et ceux qui ont décidé de ne pas choisir entre les deux finalistes à l'élection présidentielle, que ce soit par l'abstention, par le vote blanc ou par le vote nul, on parvient à un chiffre record de 16,7 millions de personnes. Donc c'est évidemment un élément qu'il faut garder à l'esprit sans aucun doute. Et les résultats de ce vote à l'élection présidentielle auront clairement des conséquences importantes, non seulement sur la scène domestique nationale en France, mais aussi sur la scène européenne. Pour quelles raisons? Parce qu'effectivement, là aussi pour faire écho à l'introduction de Mathieu tout à l'heure, clairement les résultats de ce vote soulignent en fait une polarisation en France, une polarisation qui est très forte, alors qui se cristallise sans doute en partie autour de la question européenne, mais pas seulement.
qui sans doute a d'autres ressorts. Et d'ailleurs, je pense qu'il sera absolument indispensable de conduire des analyses très fines, très empiriques, très étayées, pour continuer de comprendre les raisons et les ressorts d'une telle polarisation en France, qui va avoir pour première conséquence que le président réélu va devoir répondre aux préoccupations de celles et ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et ces préoccupations font écho, je crois, à un certain nombre de dynamiques qui ont déjà été rencontrées en Europe, au Royaume-Uni, dans le contexte du Brexit, mais aussi aux États-Unis lors de l'élection de Donald Trump. Et donc ça, je crois que c'est un élément important parce que cet élément de politique domestique nationale peut contraindre potentiellement en fait, l'agenda européen du président si l'évolution politique dans un pays comme la France devait conduire à une remise en question à un moment ou à un autre, peut-être dans quelques années, à la politique européenne telle qu'elle est conduite dans notre pays depuis 70 ans. Au-delà, évidemment, de cet impact domestique, il y a effectivement un impact aussi sur la politique européenne que va conduire, que va continuer de conduire Emmanuel Macron dans la foulée de sa réélection. Et donc, je voudrais faire à cet égard une deuxième série de remarques portant en fait assez spécifiquement sur des enjeux que j'appellerais volontiers des enjeux de court terme. Le premier élément à cet égard nous conduit à d'abord peut-être prendre une petite précaution par rapport au discours qui est tenu par une majorité de commentateurs depuis la réélection du président dimanche soir dernier, considérant qu'Emmanuel Macron sort renforcé après sa victoire contre Marine Le Pen sur la scène européenne, ce qui est le cas évidemment en partie. Je pense malgré tout qu'il faut attendre le résultat des élections législatives au mois de juin prochain et le fait de voir si le président réélu va pouvoir bénéficier ou pas d'une majorité politique claire et d'une majorité absolue avant de confirmer complètement que son leadership politique se trouve véritablement accru après sa réélection. Le deuxième élément de contexte de court terme qui me paraît important de souligner, c'est qu'il reste 2 mois de présidence française du Conseil de l'Union européenne, qu'on appellera par facilité la PFUE. Et ces 2 mois, en fait, vont devoir aussi être regardés avec attention. Très clairement, cette présidence française a fait qu'on a beaucoup parlé d'Europe, je dirais en janvier et en février, mais qu'à partir de l'invasion russe en Ukraine, le 24 février dernier, cette PFUE a été complètement surdéterminée par la guerre en Ukraine, alors même évidemment que les négociations continuaient au sein du Conseil sur les priorités qui avaient été affichées par les autorités françaises en vue de cette présidence. Et très clairement, je crois qu'on peut dire d'ores et déjà que la France a obtenu un certain nombre de résultats tangibles sur les priorités en fait, de cette présidence. On l'a vu, pour donner quelques exemples, avec un accord sur la législation sur les marchés et les services numériques, ce qu'on appelle techniquement les projets DSA, DMA, permettant de mieux réguler les géants du numérique. Et c'est intéressant, évidemment, de pointer ce premier exemple au moment du rachat par Elon Musk de Twitter. Lutte contre le changement climatique avec un accord au Conseil, à ce stade, sur un projet de taxe carbone aux frontières, réciprocité en matière de marché public, et puis au-delà d'ailleurs du législatif, un accord sur la boussole stratégique, c'est-à-dire sur ce document analysant les principaux défis, les principales menaces auxquelles doit faire face l'Union européenne et auxquelles doivent faire face les Européens. Il est possible que dans les 2 mois qui viennent, d'autres accords sur d'autres sujets soient obtenus avant la clôture de cette présidence française. Et on pense évidemment au projet de directive sur les salaires minimums, pour prendre un seul exemple. Le troisième élément de court terme, évidemment, ce n'est pas le moindre, et je voudrais insister sur celui-ci, c'est qu'au-delà des seules priorités de la présidence française, il est clair que le président réélu, Emmanuel Macron, va devoir désormais montrer que la France peut contribuer à son niveau à orchestrer en fait avec ses partenaires une réponse cohérente et efficace face aux urgences
de l'heure. Je crois qu'il y a au moins deux éléments qui me semblent importants de ce point de vue-là. Il devra notamment convaincre de l'utilité de l'Union européenne face à l'augmentation des prix de l'énergie, ce qui suppose évidemment à court terme de protéger les ménages contre les chocs qui sont issus de la flambée des prix de l'énergie sur leurs revenus et donc sur leur pouvoir d'achat. À moyen long terme, il est clair aussi que ça signifie que des investissements supplémentaires permettant d'accélérer la transition énergétique et de réduire la dépendance excessive aux énergies fossiles importées devront être consentis. Et je renvoie en fait à cet égard aux travaux du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors, piloté par Thomas Pellerin-Carlin. Il y a aussi un deuxième enjeu très fort qui est directement lié à cette guerre en Ukraine et qui touche au rapport de force géopolitique avec la Russie de Vladimir Poutine dans ce contexte de guerre en Ukraine, avec notamment la question d'un embargo sur les importations de pétrole ou de gaz russe, mais aussi la possibilité de droits de douane, de la fixation d'un prix plafond, encore de paiement des importations sur un compte bloqué tant que la guerre continue. Dans ce contexte général-là, vraiment dans un tel contexte, je voudrais souligner en fait l'importance du 9 mai prochain cette année. Pourquoi ? Parce qu'il est clair qu'à l'horizon de cette échéance, le président russe va s'efforcer de déclarer victoire à l'occasion de la commémoration de la capitulation du Troisième Reich, jour de la victoire en fait en Russie, et qui se trouve être le jour même de notre journée de l'Europe, commémorant la déclaration Schuman du 9 mai 50. Et je pense que dans ce contexte-là, compte tenu de la guerre en Ukraine, compte tenu des enjeux les plus vifs aujourd'hui, il s'agira, en tout cas, et peut-être que la France a un rôle important à jouer à cet égard, de souligner le contraste, je dirais, entre les deux 9 mai, qui incarneront évidemment deux systèmes de valeurs, deux modèles de régime politique, deux modèles de société, deux modèles aussi et deux approches opposées des relations internationales et de la force. Il est assez clair que, alors que Vladimir Poutine ne manquera pas de mettre en scène un show nationaliste et même impérialiste à cette occasion, les Européens devront de leur côté, encore une fois, la France a un rôle sans doute à jouer à cet égard, les Européens devront affirmer la force des valeurs démocratiques et libérales européennes, faire la démonstration de leur unité et de leur solidarité vis-à-vis de l'Ukraine, et finalement faire aussi la démonstration et exprimer leur identité commune face à la prétention poutinienne de revendiquer la victoire. Et donc là, je crois qu'il y a peut-être pardon d'avoir insisté autant sur cette importance et cette échéance du 9 mai, je crois que l'enjeu est extrêmement fort en termes de communication et en termes de symboles politiques, non seulement pour notre pays, pour la France, mais aussi pour l'Europe et de manière générale pour l'Ouest, face à la Russie de Vladimir Poutine. Troisième et dernière série de remarques dans les 5 minutes qui me restent. Je regarde Mathieu, qui est le maître des horloges. Sur les enjeux de plus long terme, en tout cas de moyen long terme, sur l'impact de cette réélection d'Emmanuel Macron à l'échelle de l'Union. Je crois que dans cette perspective de moyen long terme que j'évoquais à l'instant, et dans la continuité de la déclaration de Versailles, des 10 et 11 mars dernier, Emmanuel Macron devra aussi sans doute s'efforcer de faire progresser davantage le débat européen en vue d'affirmer l'Union européenne comme un acteur stratégique qui n'est pas encore suffisamment, notamment dans le domaine de la sécurité et de la défense, mais aussi en matière d'énergie. Et donc, ça doit sans doute permettre au président de la République d'exercer en fait une capacité politique, d'initiative, notamment dans un contexte européen qui semble plutôt porteur en fait aujourd'hui. Et ça me semble une autre bonne nouvelle en quelque sorte, avec un gouvernement allemand qui reste et qui est allant en fait sur les sujets européens, modulo évidemment la question de l'embargo sur les importations de gaz russe, avec également des alliés aux Pays-Bas, avec le gouvernement de Mark Rutte, avec une proximité avec l'Italie du gouvernement de Mario Draghi,
avec l'Espagne de Pedro Sánchez, et également avec le gouvernement estonien, pour prendre un exemple baltes. Et donc, je pense que dans ce contexte-là, auquel on peut ajouter la défaite le jour même de la réélection d'Emmanuel Macron, la défaite du Premier ministre slovène, Janša, qui fait suite d'ailleurs au départ de l'ancien Premier ministre tchèque Babiš à l'automne de l'année dernière. On voit bien que ce contexte européen il se caractérise en fait par un recul des alliés de Viktor Orban. Et donc, je crois que dans ce contexte-là, il y a une fenêtre d'opportunité effectivement qui s'ouvre aujourd'hui pour des initiatives, pour des réformes et pour un agenda stratégique européen ambitieux. Et je crois que cet élément de contexte est d'autant plus important que l'un des enjeux de cette réélection du président français relève aussi d'un enjeu d'action collective au niveau européen. Et je voudrais, à cet égard, d'ailleurs, terminer cette troisième et dernière série de remarques par une ou deux considérations de méthode. Il est clair que la volonté politique est importante, la capacité de leadership politique, la capacité d'initiative politique sont importantes, mais les questions de méthode sont aussi fondamentales, au niveau européen d'ailleurs comme ailleurs. Et si le rôle traditionnellement très proactif de la France, et peut-être plus encore le rôle joué par le président de la République depuis 5 ans en matière européenne est reconnu, ce rôle, parfois, il peut faire l'objet de critiques. Et à cet égard, le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, en matière européenne en tout cas, doit permettre de faire avancer les ambitions européennes de la France, je crois, de manière renouvelée, peut-être avec moins d'effets de style, avec plus d'humilité, plus peut-être effectivement d'action collective avec ses partenaires. Et je crois que également, peut-être deuxième remarque sur ces enjeux de méthode, le président réélu devra faire aussi la pédagogie à l'échelle européenne du projet en fait de souveraineté européenne qu'il porte depuis 5 ans. Projet dont la pertinence, me semble-t-il, en tout cas, a été renforcée à la fois par la crise sanitaire, mais aussi par la guerre russe en Ukraine depuis la fin du mois de février dernier. Pourquoi effort de pédagogie en fait sur ce thème? Parce qu'il y a toujours une ambiguïté qui plane en fait sur ce projet qu'on a pu aussi requalifier de projet d'autonomie stratégique. C'est qu'il y a toujours un soupçon chez certains, peut-être beaucoup de nos partenaires, que ce projet consiste avant tout à promouvoir des intérêts purement français. Et notamment, pour prendre un seul exemple, en matière de défense. Donc je crois qu'il y a une ambiguïté en fait, à lever de ce point de vue-là, que le président devrait le faire, pour éviter de laisser penser chez certains de nos partenaires que le projet d'autonomie stratégique, évidemment, doit viser à permettre de rompre des liens de dépendance extérieurs vis-à-vis de certaines puissances, en matière énergétique vis-à-vis de la Russie, par exemple, mais dans d'autres domaines vis-à-vis de la Chine également. Je renvoie sur tous ces sujets également aux travaux de quelqu'un comme Elvire Fabry au sein de l'Institut Delors sur ce dernier point. En même temps, il ne faudrait pas laisser penser que cet agenda d'autonomie stratégique vise en réalité à recréer en interne, au sein de l'Union européenne cette fois, des liens de dépendance au profit de certains États membres et notamment au profit d'un État membre comme la France. Et donc, pour conclure d'un mot et respecter scrupuleusement, cher Mathieu, mon temps de parole, je crois que fort de sa réélection, Emmanuel Macron pourra exercer un leadership d'autant plus efficace à l'échelle européenne et pourra d'autant plus efficacement porter son projet d'agenda avec ses partenaires, auprès de ses partenaires européens, qu'il parviendra à combiner d'un côté volonté politique et capacité d'initiative, et de l'autre effort de persuasion et approche collective. Voilà ce que je pouvais dire en une vingtaine de minutes sur peut-être quelques remarques
permettant de mettre en perspective cette réélection d'Emmanuel Macron et son impact à l'échelle européenne. Merci beaucoup Thierry pour cette présentation très claire. On a en effet une bonne dizaine de minutes maintenant à consacrer à des questions. Je vais entrer dans le vif du sujet. Alors, on en a peu parlé dans cette présentation, mais je reçois plusieurs questions sur la question de l'élargissement. On a bien vu que la situation, la guerre en Ukraine a soulevé la question de l'élargissement pour l'Ukraine, mais pas que, également pour la Moldavie ou la Géorgie, par exemple. Quelle serait, dans ce second mandat d'Emmanuel Macron, quelle serait la position de la France, à votre avis, sur cette question de l'élargissement, quand on sait que la France a, en tout cas récemment, eu tendance à être plutôt frileuse sur l'élargissement? Merci beaucoup pour effectivement cette question assez fondamentale et structurante. Et effectivement, j'en ai pas parlé, mais il me semble qu'assez clairement, la question de l'élargissement et derrière cette question de l'élargissement, la question du statut de l'Ukraine sera un enjeu politique en fait très important des semaines, des mois à venir. Peut-être deux points en fait, qui me paraissent importants sur le sujet. D'abord, peut-être un point plus général sur le rapport de la France, des Français et des élites françaises, d'ailleurs vis-à-vis de l'élargissement ou des élargissements successifs. Nous sommes clairement un pays, encore une fois, tant du point de vue de l'opinion publique que de ses élites politiques et administratives, disons globalement, qui expriment en fait traditionnellement une réticence vis-à-vis de l'élargissement. Et d'ailleurs, il y a tout un discours en France sur l'opposition qu'il y aurait de principe entre, d'un côté, l'approfondissement du projet européen et de l'autre, les élargissements qui seraient accusés en fait, de diluer cet approfondissement. Il y a un discours toujours très nostalgique, je trouve, en France, sur la petite Europe des six, sur finalement l'Europe carolingienne, qui serait l'échelle idéale finalement pour avancer et approfondir le projet européen. Je crois que fondamentalement, ça s'explique par une logique politique assez fondamentale qui est celle d'une logique de projection très caractéristique des rapports de la France à la construction européenne. Projection des préférences collectives des Français, projection de nos intérêts, projection finalement de notre vision nationale à l'échelle européenne. Et donc, il y a toujours cette idée plus ou moins consciente que l'élargissement, en réalité, conduit à un risque de dilution de l'influence de la France à l'échelle européenne, d'où effectivement un discours toujours très, en tout cas, régulièrement critique vis-à-vis des élargissements, et ça commence avec les élargissements vis-à-vis de la Grande-Bretagne avec le double veto gaulliste. C'est le cas aussi dans les années 80, très clairement vis-à-vis de l'adhésion de l'Espagne, accusée d'introduire une concurrence des agriculteurs du Sud-Ouest. Et évidemment, ça trouve son expression la plus forte au milieu des années 2000, vis-à-vis des pays d'Europe centrale, orientale et baltique. Et encore jusqu'à aujourd'hui, la question de l'élargissement aux Balkans, finalement, c'est quelque chose qui ne plaît pas beaucoup en réalité dans un pays comme la France. Donc il y a un vrai sujet à ce point de vue-là, évidemment, qui ne peut être que renforcé par la question ukrainienne. Et c'est une question qui est extrêmement difficile. Le président Zelensky a lui-même demandé l'adhésion de son pays à l'Union européenne. On sait que la présidente de la Commission elle-même a ouvert la voie en fait, à cette adhésion, en tout cas par un discours considérant que cette demande d'adhésion était légitime. Et effectivement, personne ne veut en réalité priver aujourd'hui les Ukrainiens d'une lueur d'espoir, en fait, en quelque sorte, qui incarnerait la possibilité d'une adhésion à l'Union européenne. Alors simplement, la difficulté, c'est que les promesses à la fois que l'OTAN et l'Union européenne font à Kiev depuis 2008 sont un sujet en fait de discorde, pour ne pas dire un sujet de conflit en fait majeur avec la Russie. Est-ce que c'est une raison suffisante en fait pour dire non aux Ukrainiens? Je pense pas du tout. Mais on voit bien que c'est un sujet éminemment compliqué. Et d'ailleurs, petite remarque en passant,
S'agissant des pays d'Europe centrale, orientale et baltique, il est quand même intéressant de noter que tous ces pays ont adhéré à l'Union européenne après avoir adhéré à l'OTAN. Et donc, du point de vue des questions et des enjeux de sécurité, il est assez clair que c'est plutôt le système de sécurité atlantique plutôt que défense européenne encore en gestation, pour dire le moins, qui peut constituer une garantie de sécurité pour les pays qui rejoignent l'Union européenne. Alors, pour revenir à l'Ukraine et à la question d'élargissement, et peut-être à d'autres pays, je pense que l'enjeu en fait aujourd'hui, c'est de réfléchir à des alternatives en fait innovantes aux procédures en fait classiques qui sont aujourd'hui, me semble-t-il, inadaptées à la situation actuelle, qui est une situation exceptionnelle. Et donc, il y a un enjeu en fait de définition d'un modèle peut-être d'adhésion original. Et il y a un besoin d'enrichir en fait la panoplie des différentes modalités d'appartenance à l'Union européenne, et pour montrer en fait que le choix ne peut pas se réduire aujourd'hui en fait à un non, l'Ukraine ne peut pas en fait adhérer parce que ça me semble politiquement très très difficile en fait à assumer. Et de l'autre côté, un oui, en fait, qui me semble impossible, en fait, dans l'état actuel des choses. Donc, on a besoin, en fait, de faire preuve d'imagination créatrice. Et pour le coup, on y travaille en ce moment au sein de l'Institut de l'Or. On va publier dans une chance relativement courte sur ces sujets. Merci beaucoup Thierry pour cette réponse très très complète. Alors, je vais enchaîner avec deux questions en une. Finalement, parler un petit peu du couple franco-allemand après le résultat de cette élection en France. Donc, une auditrice nous dit, vous avez parlé de l'allant de l'Allemagne, mais on voit que le chancelier Scholz est très prudent sur les questions de défense européenne et sur le nouveau plan de relance que la France veut mettre en place pour financer des investissements supplémentaires dans la défense européenne et la transition climatique. Un autre auditeur nous demande, suite à cette élection, que peut-on dire sur le couple franco-allemand? Faut-il le relancer? Est-ce que, certes, on voit en Allemagne et en France deux gouvernements éminemment pro-européens, mais est-ce que cela fait tout? Merci également pour cette question effectivement assez fondamentale, assez structurante. Je pense qu'on est dans une situation en fait aujourd'hui qui est assez ambivalente en fait du point de vue de la position allemande. C'est que d'un côté, effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et je ne reviens pas du tout là-dessus. Très clairement, le gouvernement Scholz en fait repose sur un accord de coalition qui fait du renforcement de l'Union européenne un élément central en fait de son programme. Simplement, et en effet, là où les personnes qui posent la question ont raison, il est clair qu'aujourd'hui, le chancelier allemand traverse en fait une mauvaise passe en fait, et qu'il y a cette ambivalence que j'évoquais à l'instant entre d'un côté un accord de coalition, un programme où la question européenne est centrale, et puis aussi évidemment dès les premiers jours de la guerre en Ukraine, des décisions très impressionnantes qui ont conduit à parler en fait d'un tournant allemand. Je pense évidemment à la question de la livraison des armes en fait létales aux Ukrainiens. Je pense aussi à la question de la décision prise par le gouvernement allemand d'accroître de manière très substantielle son effort budgétaire en matière de défense avec un fonds de défense très important. Et en même temps, très clairement, il y a un blocage en fait allemand sur la question de la décision à prendre sur un embargo des importations, notamment de gaz russe. Or, c'est le nerf de la guerre. Très clairement, s'agissant du financement de la guerre russe en Ukraine, peut-être que dans ce contexte-là, si le chancelier Scholz pouvait se rapprocher en fait du président français réélu, Emmanuel Macron, ce serait peut-être pour lui l'occasion de faire une sorte de reset européen dans un contexte, encore une fois, où il traverse cette mauvaise passe que j'évoquais à l'instant. Est-ce que
Peut-être que je rêve en fait à voix haute en disant ça, mais est-ce que l'une des premières choses à faire une fois le président français réélu, ce ne serait pas une visite conjointe au président Zelensky à Kiev? On pourrait imaginer quelque chose de ce type-là. Par ailleurs, peut-être deuxième élément de réponse, je pense, et c'est quelque chose qu'on avait développé dans un rapport que j'avais remis avec le comité de réflexion de proposition pour la PFE à Clément Beaune avant la présidence française. Si le couple franco-allemand reste évidemment nécessaire, indispensable, il n'est pas suffisant. Je pense que c'est un élément très important à souligner et que j'évoquais la proximité avec Mario Draghi et l'Italie de Mario Draghi aujourd'hui, peut-être l'importance aussi évidemment des Pays-Bas de Mark Rutte, l'Espagne. J'évoquais aussi l'Estonie. Je pense que cette approche collective en fait, à laquelle je faisais référence à la fin de ma brève présentation renvoie en fait et met en perspective la nécessité et le besoin impérieux, non seulement évidemment que la France ne fasse pas cavalier seul, sans mauvais jeu de mots, mais que la politique européenne ne se borne pas au sol franco-allemand. Ça, je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental. De ce point de vue-là, quand même, la décision qui a été prise en pleine crise sanitaire sur le plan de relance basé sur un principe d'endettement commun n'est pas une initiative franco-allemande, en fait, au départ. C'est une initiative qui vient plutôt des pays d'Europe méridionale, d'Espagne, d'Italie, de France, et l'Allemagne a rejoint et a accepté finalement en fait, ce compromis, cette décision. Et donc, je répondrai dans cette perspective-là. Merci beaucoup. Alors, l'heure tourne, mais je voudrais peut-être poser une dernière question. Je trouve ça assez marrant que tu évoques la possibilité d'une visite de Macron et Scholz à Kiev, puisqu'une auditrice nous demande comment les Européens peuvent-ils répondre à Poutine le 9 mai? Doivent-ils envoyer un message spécifique ce jour-là sur l'Ukraine, avec un voyage de Macron et Scholz à Kiev, par exemple? Merci aussi. Je pense que c'est une très bonne question pour conclure même provisoirement cette discussion entre nous sur ce sujet. Mais effectivement, j'insistais tout à l'heure sur le caractère fondamental en fait, d'orchestrer en fait, le contraste entre les deux 9 mai, qui ne va pas manquer d'avoir lieu. Donc, il ne faut pas louper cette occasion. Et très concrètement, à mon avis, ce à quoi ça pourrait aboutir, en tout cas en termes de propositions très, très concrètes, ça serait que les 27 puissent organiser en fait un événement commun avec le président Zelensky le jour du 9 mai. Encore une fois, je pense que ce qui est fondamental en termes de communication et de symbole politique, c'est de manifester très clairement l'unité, la force en fait de l'unité européenne et de mettre en évidence, de mettre en avant précisément les enjeux de souveraineté, d'unité, de solidarité de notre modèle vis-à-vis en fait de la Russie de Vladimir Poutine. Et ça, je pense que c'est extraordinairement important en fait dans le contexte actuel. Merci beaucoup. Alors malheureusement, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui, même si évidemment, je m'excuse par avance aux auditeurs qui ont posé des questions qu'on n'a pas forcément pu traiter aujourd'hui. Je pense notamment à la question des législatives. Je pense à la question aussi, une question assez intéressante qu'on a eue sur la division, en fait, la carte électorale française qui a paru très divisée en fait, entre les zones plus urbaines et les zones plus rurales. Voilà, toutes sortes de questions que j'espère nous pourrons traiter à l'avenir avec Thierry et avec les chercheurs et chercheuses de l'Institut Jacques Delors. Avant de vous laisser, j'aimerais simplement vous informer que évidemment l'enregistrement sera rendu disponible en ligne et vous sera envoyé dans l'après-midi, que les travaux de Thierry Chopin pour l'Institut Jacques Delors sont à retrouver sur notre site internet. Enfin, le prochain Euroquestion aura lieu le 11 mai, mercredi 11 mai à 14h30 et nous accueillerons Thomas Pellerin-Carlin, directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors, et nous évoquerons avec lui la question de l'embargo européen sur le gaz et le pétrole russe, une question qu'on a pu déjà aborder brièvement aujourd'hui avec Thierry.
Nous vous remercions chaleureusement d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous vous souhaitons une très belle après-midi et à bientôt.